On va maintenant parler des écologistes, parce que on va rentrer dans la primaire écolo dans pas longtemps. Je vous rappelle qu'il y a un live du coup sur Mediapart le vendredi 9, je crois. Je sais plus. Bon, je l'ai dit en début de stream. Hein. Je sais plus, puis en plus je fatigue. Putain, mais c'est vrai que moi je fais pas beaucoup plus que 2 heures de stream. En même temps, moi c'est des streams où je parle tout le temps. C'est pas des streams où je peux me reposer un peu et où je joue. Là, c'est vraiment du pur blabla. Donc, ça me fatigue vite. Hein, Mémé? Regardez, dites au revoir à Mémé parce qu'elle aussi, elle me fatigue, elle me met des poils partout. Donc, les Verts, on va rentrer dans la séquence de leur primaire. Et elle m'est remontée dessus. Merci Adrien AM. On va rentrer dans la séquence de la primaire et donc les Verts vont être à mon avis rattrapés par le col sur le bilan de leur municipalité, de leur dernière prise de guerre aussi. Donc soit par la gauche qui va leur demander est-ce qu'ils ont fait du social ou est-ce qu'ils ont juste fait des pistes cyclables, ce qui est une vraie question aussi, hein. Soit par la droite qui va essayer de trouver les trucs zinzin pour dire regardez ils sont fous les Verts, ils sont musulmans, ils sont islamo-verts, je sais plus ce qu'ils disaient, ou alors ils sont woke, voilà. Mais vous avez vu, je trouve que là woke, vous avez bien vu, hein, woke ça a remplacé islamo-gauchiste. Maintenant c'est le terme officiel, c'est woke. Hein. Merci Astonishing. Astonishing PA. Bon, salut, bonne rentrée la gauche et Mémé se frotte au micro. Arrête de te frotter au micro, Mémé, tu m'énerves, tu t'en vas. Hop. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on disait ? On disait, on va regarder un petit peu le bilan du coup des municipalités. C'est Mathilde Gohanec qui a fait le 27 août un article. Non, mais tu t'en vas. Elle est collante ce soir. C'est une critique récurrente qui sera opposée aux participants de la primaire organisée par Europe Écologie Les Verts. Les écologistes peinent à imaginer des politiques concrètes calibrées pour les classes populaires. C'est vrai que ça, on leur dit toujours. Vous êtes des bobos, hein, des bobos, les soi-disant élites, hein, qui veulent emmerder les Français. Ou comment concilier transition climatique et justice sociale. Bordeaux, Lyon, Annecy, plusieurs villes ont valeur de test. C'est génial, c'est toujours la droite en plus, c'est objectivement le camp des bourgeois, qui reproche aux écolos d'être trop éloignés des classes populaires. Tradition, stratégie assez classique. Mais ça fait 5 fois que je te vire. Je sais pas si le message est pas clair. Elle va remonter. Allez, 6 fois, vas-y, on refait. On va voir combien de temps tu tiens. Tu descends ? Voilà, j'ai gagné. J'ai gagné, je crois qu'elle a lâché l'affaire et s'est mise sur le dos par terre. Bon, les écologistes s'adressent du 16 au 19 septembre 2021 à leurs militants et sympathisants pour désigner celle ou celui qui sera le mieux à même de les représenter à la présidentielle, à l'occasion de leur primaire. Bon, Mémé. Je vais te mettre le pchit-pchit, hein. Tu connais le pchit-pchit, Mémé. Bon, je crois qu'elle a compris. Sinon, je vais chercher le pchit-pchit. Je vais peut-être chercher le pchit-pchit parce qu'elle m'emmerde. En plus, je sais qu'elle a tout ce qu'il faut. Elle a de l'eau, elle a des croquettes, elle a de la litière propre. Je sais pas pourquoi elle m'emmerde. Donc voilà, j'ai pris le pchit-pchit. Donc le pchit-pchit, c'est juste de l'eau. Hein. Mais ça fait son effet. Voilà. Pas le pchit-pchit. Bah voilà, c'est le pchit-pchit. Désolé, on peut pas tout faire en renforcement positif. Hein. Je sais, j'en ai parlé ce week-end avec un mec qui est merde, comment on appelle ça ? Mec qui s'occupe des chiens là, éducateur canin, voilà, éducateur canin. Il m'a dit oui, c'est vrai, on peut pas tout faire avec le positif. Vous voyez ? Bon. Bref, qu'est-ce qu'on disait ? L'élu ne partira pas d'une feuille blanche puisque donc attends, de quoi on parle ? Les écologistes. Les écologistes s'adressent du 16 au 19 septembre 2021 à leurs militants et sympathisants pour désigner celle ou celui qui sera le mieux à même de les représenter à la présidentielle à l'occasion de leur primaire. L'élu ne partira pas d'une feuille blanche puisque depuis plus d'1 an, plusieurs personnalités membres ou proches d'Europe Écologie Les Verts ont pu faire leurs preuves dans grandes et moyennes villes de France, malgré une prise de fonction chamboulée par la crise du Covid, c'est vrai. Attendus au tournant notamment par leurs adversaires au sein de la gauche, les municipalités vertes devaient être capables de démontrer en quelques mois qu'elles n'étaient pas que de simples relais de bobos à vélo, mais crédibles sur la question sociale, sujet sur lequel planche déjà depuis longtemps la ville de Grenoble, dirigée par Éric Piolle depuis 2014. Rattraper et rompre. Voilà l'objectif que se donne pour l'heure Stéphane Pfeiffer, adjoint au maire de Bordeaux, l'écologiste Pierre Urmic, élu en 2020. Donc ça c'est le maire de Bordeaux, Pierre
Urmic, putain, je vais galérer. En charge du logement et de l'emploi, de l'économie sociale et solidaire et de l'innovation, adhérent du parti Génération, Stéphane Pfeiffer a été propulsé dans l'équipe aux manettes d'une ville de plus de 250 000 habitants, au cœur d'une métropole de bientôt 800 000, donc on parle de Bordeaux là, merci, Chalachat. Et à tout juste 30 ans, avec sur les bras une ville dont le développement économique métropolitain était jusque-là davantage fondé sur la grandiloquence que sur la frugalité. Quand on veut, comme les équipes précédentes, construire une ville phare, on attire une nouvelle population et donc on a besoin de logements pour les familles, d'emplois pour le conjoint ou la conjointe qui arrive, d'équipements publics, explique Stéphane Pfeiffer. Tout ça n'a pas forcément suivi, ce manque d'anticipation explique les tensions que l'on doit gérer aujourd'hui. Ainsi, près de 70% de la population bordelaise est éligible au logement social dans une ville qui compte aujourd'hui 18,5% de logements sociaux. Et c'est vrai que c'est ça aussi leur marge de manœuvre, c'est l'immobilier aux municipalités. Donc la tâche est vertigineuse pour l'exécutif local qui affirme vouloir faire passer l'enveloppe dédiée au logement social à 5 millions par an, mais sans bâtir non plus de manière forcenée. Bah oui, parce qu'ils disent faut pas bétoniser et tout là. Les intentions sont bonnes, mais quand on interpelle concrètement Pierre Urmic sur Bordeaux Euratlantique et notamment sur le coût des futurs loyers, on se sent parfois un peu seul, pointe Loïc Prudhomme, député insoumis, membre de la liste Bordeaux en lutte lors des dernières municipales menées avec des gilets jaunes et le NPA. C'est joli comme photo, dis donc. Symbole phare du programme Bordeaux 2030... imaginé par les anciennes municipalités, pensé pour accompagner l'arrivée de la ligne à grande vitesse reliant Paris à Bordeaux en train. Euratlantique est un projet d'aménagement national de plus de 700 hectares partagé entre Bordeaux et les communes de Bègles et de Foirac, qui prévoit notamment la construction de logements et de bureaux. C'est ça, oui c'est ça. Ça fait partie par exemple du projet Euratlantique. Donc c'était pour accueillir les gens qui allaient pouvoir venir à Bordeaux maintenant que c'était plus qu'à 2 heures de Paris, alors que c'était pas le cas avant. Loïc Prudhomme bataille en particulier contre la création d'une avenue de boutiques conçue de toutes pièces, un espace public privatisé à des fins commerçantes. C'est une négociation permanente et notamment financière avec les promoteurs. Les villes sont loin d'avoir seules la main sur de pareils chantiers, concède Stéphane Pfeiffer. L'équipe municipale, malgré de très vives critiques pendant la campagne sur l'avenue bordelaise, a opté finalement pour une plus grande végétalisation des lieux et un réajustement de l'offre commerciale vers l'économie sociale et solidaire, selon la Tribune de Bordeaux, faute de levier pour une opposition plus frontale. D'accord. Donc, ils ont un peu gueulé sur le fait qu'il allait y avoir une avenue marchande, et finalement, le bilan, c'est qu'ils vont mettre plus de plantes vertes, plus d'arbres, et des commerces un peu plus éthiques. Vers l'économie sociale et solidaire. Mais il y aura quand même l'avenue commerçante. D'accord. Car dans le champ économique, l'équation semble donc tout aussi complexe et se double d'un enjeu d'image important. Après le chapelet de polémiques ciblant les écologistes, les mois ayant suivi leur arrivée dans plusieurs villes de France, contre l'avis des socialistes qui ont la main sur la métropole, Bordeaux a pris position pour la fermeture de la ligne aérienne reliant la ville à Paris, au nom de l'impératif climatique. Merci Rimargot. C'est vrai que, oui, si maintenant qu'il y a le train, c'est plus trop justifié de prendre un vol intérieur. Mais les socialistes qui ont la main sur la métropole, eux, étaient contre la suppression de la ligne intérieure, quoi, en gros. La suppression de la navette Bordeaux-Paris va évidemment créer des dégâts et l'argent public doit servir pour venir en aide sur l'emploi, soutenir l'innovation pour un avion plus vert ou les chantiers de déconstruction, vu l'état de la filière dans le monde. Mais une chose est sûre, on ne peut plus continuer comme avant, tranche Stéphane Pfeiffer. Bon, d'accord. Dans la bouche de ces nouveaux décideurs, small doit d'urgence devenir beautiful. Small is beautiful. À rebours de l'idée de construire des centres urbains puissants, magnétiques, pour reprendre un terme du marketing territorial bordelais, les écologistes et leurs alliés tentent de repenser la distribution des emplois sur le territoire pour tout à la fois décongestionner un centre hors de prix, devenu la chasse gardée des classes supérieures, et lutter contre un transport périurbain à sens unique. Ce qui signifie continuer à accueillir les entreprises, et notamment celles du numérique, mais en essayant de travailler sur les villes périurbaines, Libourne, La Réole, Langon, pour un développement écologique plus équilibré sur le territoire, explique Stéphane Pfeiffer. À Lyon, on arrive à Lyon. Oui, moi non plus, je sais pas ce que c'est qu'un avion plus vert, j'en sais rien du tout. À Lyon, deuxième ville de France, les écologistes arrivés au pouvoir il y a un an veulent pareillement cesser d'aller voler de l'emploi au territoire voisin. Raphaël Michaud, adjoint à l'aménagement et à l'urbanisme,
l'urbanisme, bon là je fatigue complètement, espère en finir avec la politique portée par la précédente mandature, tout entière acquise à l'idée de faire entrer la capitale des Gaules dans la compétition internationale. Et donc lui, il dit être plus puissant que Liverpool ou Barcelone, bientôt Stuttgart, on s'en fout, critique l'actuel élu lyonnais. La gabegie sur le marketing territorial, c'est pas possible. C'est vrai que ça c'était l'orientation de Colomb qui avait fait alliance avec la droite, machin, enfin c'était vraiment, faut qu'on devienne un centre attractif, ce qui revient en effet à demander à draguer les entreprises pour qu'elles viennent s'installer ici plutôt que d'aller ailleurs, voilà. Une course dont les effets collatéraux se font sentir durement aujourd'hui, l'hétérogénéité des catégories sociales qui vivent à Lyon en a pris un sacré coup. Merci Netset. Rabattre le plus possible les cadres et les professions supérieures vers Lyon, c'est fait au détriment des classes populaires ou des classes modestes. Même les agents de la ville ne peuvent plus s'y loger, on a du mal à recruter. Putain, vous vous rendez compte ? Merci John Fluo, qui dit « Je t'en foutrais moi du pchit-pchit ». Bah n'empêche, elle n'est pas revenue. Juste le fait d'avoir mis le pchit-pchit à côté de moi, elle sait. Vous voyez, c'est la menace qui est parfois plus efficace. Merci Kailtas pour ton 10e mois. Raphaël Michaud ne conteste pas la dynamique économique vertueuse pour une ville qui est devenue en quelques années plus attractive, plus claire, plus touristique. Mais il regrette une forme d'emballement et la vampirisation du territoire. Les sièges sociaux doivent repartir à Roanne ou à Saint-Étienne pour garder un équilibre et éviter la surconcentration, l'inflation sur le prix des logements et donc, évidemment, la spéculation à Lyon. Parce que oui, plus des entreprises veulent leur siège social à Lyon, plus les entreprises viennent s'installer, ils font pression sur l'immobilier, et derrière, c'est les gens qui se logent qui vont galérer parce que les prix ont monté, etc. Dans son bureau de l'hôtel de ville de Colombes, l'une des villes les plus pauvres de Hauts-de-Seine en région parisienne, le maire Patrick Chamovitch montre l'immense carte de la ville qui orne son bureau. On parle de la ville de Colombes. L'homme, membre d'Europe Écologie Les Verts, on a changé de région. L'homme, membre d'Europe Écologie Les Verts, a ravi la municipalité à la droite en juin 2020. Au cours des 2 derniers mandats, les élus avaient poussé le tertiaire à fond, constate Patrick Chamovitch. De bureaux en sièges sociaux, Colombes est devenu en quelques années le back-office de la Défense, quartier d'affaires voisin. Nous voulons plutôt développer l'artisanat, les services de proximité, la rénovation énergétique, la ville du dernier kilomètre. Mais pour ça, il faut dégager du foncier, discuter avec les propriétaires qui ont parfois d'autres ambitions, sachant que nous ne sommes pas des entrepreneurs non plus. Si les Verts tentent ici et là de faire dévier la roue, c'est qu'ils arrivent à la fin d'un cycle, entamé il y a 40 ans. Jusqu'aux années 80, et à la différence de leurs homologues britanniques par exemple, les élus locaux français se vivaient en supplétif des politiques de développement de l'emploi, rôle presque tout entier dévolu à l'État, rappelle le politiste Gilles Pinson, spécialiste des questions métropolitaines. Mais peu à peu, dans les bastions de gauche d'abord pour pallier le désengagement de l'État sur les questions industrielles, puis à droite dans une logique de développement urbain, les élus ont enfourché, avec un goût de plus en plus prononcé, le cheval de la décentralisation. De quoi assister à la renaissance spectaculaire de villes comme Nantes, Lille, Lyon ou Bordeaux, jusqu'à la quasi-mise en concurrence des villes entre elles. Merci, Hello31. Chacun a voulu son tram, sa politique culturelle, toutes sont revenues sur le tout-voiture et encouragé la piétonisation, les plus à gauche s'attaquant aussi à la préservation de l'habitat social historique. Merci Emmanuel Macron qui dit « Bon retour dans le vrai monde, espèce de gauchiste qui prend des vacances ». Cette classe politique va fixer l'agenda pour les 30 années suivantes, relève Gilles Pinson. Là où les élus n'ont pas vu le vent tourner, les socialistes notamment, c'est que le sauvetage des villes réglées, ces politiques ont tellement bien marché, secondées par les transformations des modes de vie, qu'elles ont été dépassées par leur succès. Bon, ok, donc en gros, piétonisation, muséification, transformation aussi des centres-villes qui ont chassé... voilà, les villes sont de moins en moins des lieux où on habite, mais de plus en plus des territoires attractifs pour les entreprises. Merci Cassie34. Et ce que nous dit le politologue là, c'est que voilà, c'est ces maires-là qui vont devoir gérer la transition d'après pour redonner un peu la ville aux habitants autant que faire se peut. Les maires entrepreneurs des années 90-2000 se sont retrouvés intoxiqués au discours sur les classes créatives intégrées à la spécialisation des économies du Nord, poursuit le chercheur. Il fallait que les villes de province trouvent à exister sur un marché. Mais on a
obérer le fait qu'une économie métropolitaine tient aussi grâce à une catégorie de population moins rémunérée, moins formée, mais essentielle pour faire tourner la machine. On a oublié de réfléchir à la place de ses habitants dans la structure économique et dans leur accès au logement. Au point d'en arriver, comme à Lyon, on l'a vu plus tôt, à galérer à recruter des agents d'entretien, tout simplement parce qu'ils peuvent pas se loger à Lyon. Merci, un bon Taz. On peut parler des rapports de domination qu'il y a entre toi et ton chat? Bah oui. Non. Une fois les mallettes cravates installées, que faire du personnel qui nettoie leur bureau, fait tourner les restaurants, s'occupe des enfants dans les écoles, conduit les bus et qui peine pourtant à vivre en ville? Merci. Oli Jawid qui dit bonne rentrée à tous. C'est cet héritage que les écologistes doivent gérer ou réinventer au regard de l'urgence climatique sans avoir, pour certains, jamais été élus ou même conseillers municipaux, comme le maire Grégory Doucet à Lyon. Le foncier, c'est le nerf de la guerre, croit Raphaël Michaud, son adjoint au logement. Ça fait 1 an qu'on est en place, je ne découvre rien des conditions misérables dans lesquelles certains vivent, mais je suis de plus en plus effaré. À chaque fois qu'on souhaite résoudre une situation difficile, c'est le logement qui est central, confirme Boris Miachon de Bar, élu communiste du 7e arrondissement et allié des écologistes. Donc toujours sur Lyon, on parle toujours de Lyon. La plupart des mairies nouvellement écologistes en ont d'ailleurs fait l'un des enjeux prioritaires de leur politique sociale. En même temps, ils n'ont pas non plus beaucoup de leviers d'action. Quoi qu'il me semble qu'ils gèrent aussi les crèches, et les écoles primaires aussi d'ailleurs. Les recettes sont quasiment toujours les mêmes, renforcement conséquent du budget dédié à la construction ou à la rénovation énergétique des logements sociaux, création de baux solidaires qui permettent aux familles modestes d'acheter sans payer le coût du foncier, mise à l'arrêt ou réorientation des projets immobiliers jugés peu compatibles avec une ville plus verte et moins chère. Lyon, Grenoble et Bordeaux sont toutes candidates à l'encadrement des loyers en attente d'une décision du gouvernement pour sa mise en œuvre. À Colombes, la nouvelle équipe tente de résoudre elle aussi l'épineuse question de la mobilité résidentielle. Dans une commune proche de la capitale Paris, sans avoir de solution miracle à portée de main, tant que le marché est régi par les lois du privé. Les gens sortent les liasses aux propriétaires de pavillons. Comment peuvent-ils refuser ? Commente Patrick Chamovitch. Très clairement, au niveau municipal, nous ne savons pas bien comment faire pour résister. Merci 10 130 qui dit bonne rentrée à tous. Colombes a donc opté pour un changement dans la construction. Avant, on faisait des grands logements avec de beaux matériaux, un peu luxe, très peu écologiques par ailleurs. Ça revenait à surenchérir le coût du logement. Une manière non dite de chasser les pauvres, juge le maire. Sur les projets encore dans les cartons, la municipalité impose systématiquement du logement social, des matériaux plus respectueux de l'environnement et des logements moins grands et mieux isolés. À Lyon, les projets de construction dans le quartier des affaires de la Pardieu notamment sont mis en pause ou réorientés. Michael Michaud croit dans la possibilité d'un rapport de force, d'autant plus que la métropole est elle aussi tombée dans les mains des écologistes en 2020. Ça, c'est la différence avec Bordeaux. Nous sommes quand même la ville de Lyon, donc si les promoteurs veulent continuer à construire, ils sont obligés de nous parler. C'est pas faux. Prévoir 6000 logements sociaux par an, c'est bien, confirme l'élu communiste du 7e arrondissement de Lyon, Boris Miachon de Bar. La problématique, c'est la concrétisation. Il faut ouvrir la bataille du foncier. Nous sommes assis sur une mine d'or à Lyon. Assumons de faire des mécontents. La corporation en face est très bien organisée et elle défend une vision du passé, qui est celle de construire à tout va. Merci Churros qui dit le retour, les revues de Turbo Gauche font plaisir, je materai le replay. Merci à toi. Mais les processus d'exclusion sont puissants et insidieux, d'autant plus quand ils passent par la voie douce de la gentrification. Il est très bien foutu cet article. À Lyon, la mairie explique par exemple sa démarche de régulation volontariste vis-à-vis du commerce et de l'artisanat, pour à la fois valoriser les circuits courts et solidaires et maintenir une activité économique et des emplois dans la ville. Cela passe par des périmètres de sauvegarde, une sorte de droit de préemption commerciale sur les pentes de la Croix-Rousse ou dans le quartier de la Guillotière, sur la rive gauche du Rhône par exemple. Les données sont implacables. Entre 1980, donc en gros, ces petits commerces, machin, seraient prio par rapport à des promoteurs, etc. Les données sont implacables. Entre 1990 et 2015, pour chaque nouveau arrivé dans le quartier de la Guillotière, 3 ouvriers sont partis, selon l'INSEE. Ces 10 dernières années, alors la Guillotière, c'est, je vous le mets si vous voulez, on avait fait un OLG spécialement là-dessus. On était allé tourner dans le quartier de la Guillotière pour parler de gentrification. Si vous voulez réviser ou si vous voulez avoir même des images, parce que là on est parti filmer in situ. Voilà, gentrification. Comme vous le savez, voilà, gentrification à qui la faute. J'avais pas la même tête, à l'époque j'étais jeune et ambitieux, parfois vicieux. Eh oui. Je vous mets ça dans le chat. Tac.
Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, 3 ouvriers partis pour un nouvel arrivé dans la Guillotière. Ces 10 dernières années, les loyers y ont flambé. À la Guillotière, on ne veut pas d'un quartier de bobos, alors que c'est un quartier traditionnellement populaire, martèle Raphaël Michaud. Cela passe par exemple par la lutte contre l'implantation d'un KFC, le fast-food de trop pour la mairie, ou par un travail sur l'aménagement des espaces publics, la sécurité. Merci Titounet et Dany VDL. Du flanc, juge Alix et Jules, membres du collectif La Guillotière n'est pas à vendre. Ah bah eux ils sont de la Guillotière, ils sont pas contents, ils trouvent que ça gentrifie quand même. Et moi je le constate que ça gentrifie parce que je vois des trucs se transformer en bureaux. Alors je sais pas si vous voyez ce genre de bureau, genre bureau entièrement vitrine. Vous voyez les gens bosser à leur bureau. Alors ils ont des ordis, ils sont 3, ils ont 3 tables, 3 ordis, ils sont jeunes, ils ont 30 ans, derrière il y a des fichiers. Je sais pas ce qui branle. Je sais pas du tout ce qui branle, mais je vois de plus en plus de ces trucs-là, tu vois. Alors, je sais pas si c'est des bureaux d'études, s'ils sont dans la com, le marketing, j'en sais rien, et ça, j'en vois de plus en plus à Guillotière. Aux alentours de Guillotière, dans le 7ème et tout. Vous savez ce qu'ils font, vous, ces gens? Dans leurs bureaux transparents? Est-ce que vous le savez? Oui, ça peut être des espaces de coworking, open space, je sais pas quoi, non? Ouais. Je suis community manager dans un bureau comme ça. Ils achètent des bitcoins. Le 3ème, il n'y a que ça. Merci Zavina. C'est des décideurs. Ils glandent. Ils font semblant. Non mais en plus, je trouve ça terrible de les faire bosser en vitrine, quoi. Mais c'est même pas... Il y a des fenêtres, hein. C'est vraiment le mur entier est une vitrine, avec quasiment rien d'écrit dessus, et tu passes devant, tu les vois devant leur bureau. Merci l'anti-stream. Donc je sais pas ce qui branle. Mais en tout cas, je vois de plus en plus de bureaux comme ça, à côté de bars de plus en plus, comment dirais-je, concept, on va dire. Je vois de plus en plus ça, c'est ça la gentrification aussi. Bref, ça c'est des bureaux qui, à mon avis, occupent l'endroit où avant des gens habitaient, tout simplement. Ça aussi, ça fait monter les prix de l'immobilier. Donc voilà, Alix et Jules, qui sont membres du collectif La Guillotière n'est pas à vendre, doutent de la bonne volonté de la mairie actuelle. Ils disent que c'est du flan. Juste d'interdire le KFC par exemple, juste de mettre des bâtons dans les roues au KFC, c'est du flan, ça suffit pas. Merci Evil Yep, cool de te revoir, j'espère que les vacances étaient chouettes. Ouais, ça allait, ça allait. Backseat reprend quand dans 2 semaines. Donc ils disent l'objectif, merci Jerek Full Throttle, l'objectif est de racheter au rabais et de mettre à disposition des commerces pour les classes supérieures. Oui voilà, c'est ça aussi l'artisanat machin. En gros on va avoir des petites épiceries au détail, mais ça change pas le fait qu'avant c'était des logements parfois ces trucs là. Donc l'objectif est de racheter au rabais et de mettre à disposition des commerces pour les classes supérieures. La mairie n'a donc aucun réel intérêt à freiner la flambée des prix, regrette ses habitants. Ce que la mairie ne dit pas, c'est que les commerces autour de la place Gabriel-Péry, ce sont surtout des boutiques de téléphonie, de kebab ou des épiceries qui drainent des gens de toute l'agglomération, tenues par des descendants d'immigrés qui sont là depuis longtemps. C'est l'archétype du commerce populaire que l'on doit conserver. Et je vois aussi fermer, pas loin de chez moi aussi, tout ce qui est coiffeur africain. Magasin où il y a des perruques, etc. Ça, j'en ai vu aussi fermer. Mais c'est vraiment ça qui se passe, hein, j'ai l'impression. Je sais pas s'il y a des Lyonnais ici. Moi j'ai l'impression que c'est des trucs comme ça qui ferment, ouais en effet, des commerces africains, des trucs comme ça, au bénéfice de soit les bureaux dont je parlais, soit des épiceries fines de produits italiens, enfin je sais pas, des trucs, ou des concept bars un peu bizarres. Le collectif critique aussi une politique répressive sur les squats, un prisme mis sur la délinquance assez proche de la municipalité précédente, et des politiques trop peu offensives vis-à-vis du géant du tourisme Airbnb. Il y a toujours des gens qui sont poussés dehors, estime Alix. Dans tout un tas d'immeubles, on constate même une accélération des destructions au lieu d'une réhabilitation pour construire à la place des immeubles avec des tonnes de digicode, sans commerce. Ça résidentialise le quartier et privilégie la population plus aisée. Oui, parce qu'on parlait de résidence, mais en vrai... y a résidence et résidence. C'est vrai que si tu fais des résidences sécurisées avec des appartements grands dedans et tout, tu sais très bien que c'est pour les bourgeois ça. Le collectif critique aussi une politique répressive sur les squats, non ça on l'a déjà dit. Le politique se repose de la même manière vis-à-vis des industries gourmandes en main d'œuvre, mais aux conséquences parfois désastreuses pour l'environnement. Quoi? Le problème se repose... Oh, attendez, je comprends rien à la place que j'ai eue. Je suis urbaniste et c'est mon quotidien si tu veux en discuter. Bah écoute, là je vais déjà essayer de venir à bout de l'article. Peut-être qu'on en reparlera plus tard.
Le problème se repose de la même manière vis-à-vis des industries gourmandes en main-d'œuvre, mais aux conséquences parfois désastreuses pour l'environnement. Comment s'imposer dans le rapport de force? Loïc Prudhomme à Bordeaux rappelle à quel point le complexe aéronautique, l'un des plus puissants poumons de la vie économique de la région avec l'armement, a été frappé de plein fouet par la baisse du trafic induite par le Covid. Demain ce sera autre chose. Moi j'appelle de mes voeux une grande sobriété et un travail prospectif sur les compétences des sous-traitants. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire de ces entreprises-là ? Emeline Baume, écologiste vice-présidente de la métropole du Grand Lyon, assume totalement la posture du dialogue, de la médiation. Sur notre territoire, 26% des effets de serre proviennent de la vallée de la Chimie, le long du Rhône, et surtout la raffinerie totale de Feyzin. Nous ne voulons pas délocaliser les productions et les pollutions et les risques, car cela répond à des besoins essentiels et à une demande de biens manufacturés. Et on préfère que des usines chimiques à visée de santé restent sur notre territoire avec des outils de contrôle sérieux, plutôt que de dire de manière théorique qu'on ne veut plus que des activités 100% propres autour de nous. Bon, elle veut garder la vallée de la Chimie, en gros. Pour l'élu, le combat se joue ailleurs, à l'échelle nationale et européenne. Oui, elle n'a pas tout à fait tort. Plus que dans des lieux tampons avec des salariés qui sont là depuis toujours et qui ne sont pas prêts à pivoter tout de suite vers une autre économie. Ce qui n'empêche pas des prises de position un peu plus radicales vis-à-vis des géants comme Amazon. Ah oui, bah là c'est pas pareil. Vous avez vu le film Rouge ? Je suis allé voir le film Rouge la semaine dernière avec mon pass sanitaire de collabo. Et film sur le... Voilà, je vous le conseille. Film sur justement l'industrie de la chimie, où tu vois des ouvriers, de la chimie, de l'écologie. Moi, c'est un film écoféministe, vraiment. Et plutôt bien réalisé, j'ai trouvé. Voilà. Il y a quelques défauts, il y a des trucs que j'aurais aimé un peu différemment. Moi j'aime bien les paysages industriels. J'aurais aimé plus de grands paysages et je trouvais que c'était filmé d'un peu trop près, mais j'imagine que c'était pour montrer que c'était l'humain qui comptait dans ce genre de situation. Voilà, c'était un petit peu plus l'humain, voilà. Mais bon. J'avais dit, j'ai donné 3,5 étoiles. C'était pas fou. Salaud. Merci Saigix. Mais apparemment c'est adapté d'une histoire vraie, mais je connaissais pas l'histoire de base. Bon, bref, la chimie, tout ça. Donc voilà, par contre, ils peuvent être un peu plus radicaux sur Amazon, ça c'est très bien. La mairie s'est engagée contre la création d'un entrepôt logistique de 160 000 m² près de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, alors que la création d'emplois reste un argument auquel peu de collectivités résistent, ça c'est vrai. Nous n'avons rien contre la logistique. Tout ce qui favorise le dernier kilomètre est intéressant, explique Camille Auger, adjointe à l'économie durable et locale de Lyon. Mais les grands acteurs du commerce en ligne participent à la désertification du commerce en ville, qui eux aussi participent au maintien de l'emploi local, mais aussi du lien social. Et on le sait aujourd'hui, hein, pour un entrepôt Amazon, c'est aussi des destructions d'emplois, notamment dans les centres-villes. Plus à l'est, au pied des montagnes, à Annecy, le dérèglement climatique se voit à l'œil nu. Un défi et une urgence pour une ville qui vit beaucoup des sports d'hiver, dirigée depuis un an par l'écologiste non encarté François Astorg, associé au cours de sa campagne avec l'ex-macroniste Frédéric Lardet. Tout autour, les stations préservent tant bien que mal leur modèle économique hivernal, souvent à grand renfort de canons à neige. La station la plus proche d'Annecy vit de la même manière tous les problèmes des stations de basse altitude. Je sais pas ce que c'est les problèmes des stations de basse altitude, il n'y a pas de neige, quoi, voilà, quoi. Une neige aléatoire et des infrastructures lourdes. Le choix que nous appuyons, c'est de transformer cette montagne vers des activités plus naturelles, mais aussi plus socialement accessibles à tous, décrit François Astorg. Mais le randonneur, il monte avec sa gourde et son casse-croûte, ça rapporte moins que le skieur, bah ouais, qui lui loue du matos, etc., quoi. Je crois que l'écologie a gagné la bataille des esprits, mais pas celle des pratiques. Elle touche tout de suite au porte-monnaie, donc à l'emploi. Bon, est-ce que c'est encore long? Parce que moi, voilà, je fatigue vraiment. Je pense qu'on va s'arrêter là-dessus, parce que, en fait, pour tout vous dire, je commence à avoir un peu des taches devant les yeux, là, qui sont soit le premier signe d'une migraine à venir, soit juste j'ai trop regardé les écrans avec les spots dans la gueule, donc j'arrive plus à lire, je commence à galérer. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, on va se retrouver dans la semaine à mon avis, et voilà quoi. On refait donc le bilan, c'est le foncier, l'industrie, c'est ça les marges de manœuvre un peu des écolos, et bon bah pour l'instant c'est un bilan, on va dire, ça dépend des villes, ça dépend des municipalités. Et de toute façon, on va pas leur demander d'avoir fait en un an tout le boulot qu'il y avait à faire pour faire pivoter un modèle qui a 30-40 ans, quoi. Dans l'absolu.
Donc ça a duré quand même oui, près de 3 heures ce soir pour cette rentrée de la gauche. Je rappelle, aujourd'hui, on a parlé des Insoumis qui ont fait leur rentrée à Valence, on a parlé du PS qui affirme son identité à travers la candidature d'Anne Hidalgo, on a parlé de Fabien Roussel, des écologistes, de la France qui se droitit, si vous voulez le replay, voilà, faux sub, merci à Yael, et sinon ce sera d'ici une semaine sur YouTube. Merci à vous, moi je vais bouffer, parce qu'en fait c'est peut-être aussi pour ça que j'ai peut-être pas assez bouffé et bu trop de café. Merci TomTom PE. Et voilà. Ah oui, il faut faire les raids. J'avais oublié les traditions. J'ai oublié les traditions de Twitch. Alors, qu'est-ce qu'on peut raider qui qui est connecté? Tac, tac, tac. Ah bah voilà, mais Crane, il fait son event anniversaire. Donc, on va raider Crane. Tout simplement parce que c'est l'anniversaire et que ça le vaut bien. Je sais plus depuis combien de temps il stream, mais gros truc d'anniv. Hop, pour le camarade Crane. Bah, je peux pas lancer un raid? Pourquoi je peux pas lancer un raid? Attendez. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Attendez, je rafraîchis. Bah oui, voilà, mais si, je peux lancer un raid. Lancer un raid. Sur Crane. Voilà, très bien. Ah, il est avec Exerve en plus, très bien. Bah, saluez-les de ma part, soyez sympas, vous connaissez normalement Crane et Exerve, j'espère. Et nous, on se retrouve dans la semaine, vous verrez bien, voilà. Je n'ai pas soigné la fin, je suis désolé. À bientôt. Ciao. Et je... Attends, j'ai lancé le raid là? Oui. Je sais pas. Attendez, il y a quoi sur ma chaîne là? Je comprends rien à ce que j'ai fait. Ah oui, c'est bon, j'ai lancé le raid.